Chapitre 5 de géologie, la collision. Donc, nous avons vu au cours des chapitres précédents que l'expansion océanique et la formation d'un nouvel océan se traduit à l'opposé par le rétrécissement d'un océan, le plongement de la lithosphère océanique sous la lithosphère continentale par subduction et le rapprochement de deux masses continentales. Lorsque ces deux masses continentales arrivent au contact, il y a collision. La lithosphère océanique se retrouve coincée entre les deux plaques lithosphériques continentales. Ces deux plaques lithosphériques s'affrontent, se déforment et il se forme une chaîne de montagnes. Dans cette chaîne de montagnes, on peut retrouver des éléments qui témoignent de l'existence de l'ancien océan. Donc au cours de ce chapitre, nous allons répondre à la problématique: comment la collision continentale forme-t-elle les chaînes de montagnes? On s'intéressera tout d'abord aux indices tectoniques de la convergence. Donc ces indices tectoniques, en plus des témoins d'un ancien océan, sont des déformations dans la chaîne de montagnes qui témoignent de la convergence, des plis et des failles. Donc tout d'abord, les plis. Prenons comme volume de départ un empilement de couches de mousse de couleurs différentes, reliées par leurs extrémités et non déformées à l'horizontale. En appliquant une pression de part et d'autre, c'est-à-dire une contrainte compressive, une déformation souple, dite déformation élastique, se forme. Les couches forment alors une sorte d'ondulation avec une partie convexe que l'on nomme anticlinale et une partie concave que l'on nomme synclinale. L'angle formé par la ligne de la plus grande pente d'une couche par rapport à l'horizontale est le pendage. Le sommet de l'anticlinale et le fond du synclinal constituent les charnières. Une charnière est la ligne qui rejoint les points où les pendages changent de sens. C'est la région de courbure maximale. Le plan axial du pli est un plan passant par les charnières de toutes les couches du pli. Il existe différentes sortes de plis. Le cas le plus simple est le pli droit. Il s'agit d'un pli dont les flancs sont sensiblement symétriques par rapport au plan axial. Une autre sorte de pli est le pli couché, dont le plan axial est horizontal. Entre le pli couché et le pli droit existent tous les intermédiaires possibles, à savoir les plis dits déjetés et les plis déversés, dont les plans axiaux sont obliques. Donc on va retrouver dans les plis, donc les plis anticlinaux qui forment des bosses car ils sont dirigés vers le haut. Les plis synclinaux dirigés vers le bas, ils forment donc des creux. Ces plis contribuent à épaissir les terrains à la suite d'un raccourcissement. Donc les forces de compression entraînent un raccourcissement. Les plis épaississent le terrain. Dans la réalité, on va retrouver des plis anticlinaux ou des plis synclinaux. En France, le pli de Sassenage
ou bien le pli couché à Saint-Clément. Donc on voit que là le pli est tellement couché, aplati, qu'il est même dirigé vers le bas. Ici on peut observer à Sisteron ce qu'on appelle le rocher de la Baume. Les deuxièmes indices tectoniques de la convergence dans une chaîne de montagnes sont les failles. La réponse d'un matériau à une contrainte compressive n'est pas toujours une déformation plastique qui aboutit à la formation des plis. En effet, suivant la nature des matériaux qui subissent la contrainte compressive et suivant l'intensité de la contrainte, le matériau atteint un seuil, son point de rupture, et il casse. On parle alors d'une déformation cassante. Par analogie, dans la nature, la déformation plastique appliquée à des couches sédimentaires permet la formation de plis, alors que la déformation cassante permet la formation des failles. En appliquant une contrainte compressive, une légère déformation souple se forme, suivie rapidement par une rupture cassante suivant un plan incliné. Une faille est ainsi formée. Elle est toujours accompagnée d'un déplacement relatif des couches de part et d'autre de la cassure. Ainsi, un compartiment est soulevé alors que l'autre compartiment est abaissé. L'importance du déplacement, qui correspond à l'amplitude de la dénivellation, est le rejet. Le plan de faille ou surface de faille peut être vertical ou incliné. Quand la contrainte est compressive, comme dans le cas de notre expérience, la faille est dite inverse. La partie visible du plan de la faille, appelée miroir, regarde vers le bas. Dans le cas où la contrainte est extensive, la faille est dite normale. Le miroir regarde vers le haut. Sur le terrain, on rencontre différents types de failles. L'exemple le plus frappant est la superbe faille inverse, datée de l'Éocène, dans la série phosphatée au sud tunisien, plus précisément dans la région du Kef Dour, à Gafsa. Les couches supérieures de phosphate, très cassantes, n'ont pas été tordues par le mouvement de la faille, mais simplement cassées et décalées. Les failles inverses, donc, sont des cassures franches, ici, au sein des roches. Les terrains se déplacent de part et d'autre du plan de cassure. C'est le miroir de faille, ici. Les failles inverses ont un pendage modéré. Elles sont assez inclinées. On voit bien ici. Elles permettent la remontée d'un bloc, qu'on dira bloc chevauchant, sur un autre bloc qu'on dira bloc chevauché. Les failles inverses contribuent également à épaissir les terrains à la suite d'un raccourcissement. À Bourdoisan, on peut voir au niveau de cette faille que ce terrain est remonté sur celui-ci. Cette faille s'accompagne d'un pli. On parlera de pli-faille. Troisième indice, les chevauchements. Donc les chevauchements se forment lorsqu'un compartiment, lors de la compression et du raccourcissement, passe au-dessus d'un autre. Le chevauchement commence toujours par une faille inverse, mais le bloc chevauchant continue de monter et recouvre en partie le bloc chevauché, ce qui permet là aussi un empilement. Donc par exemple, ici au niveau du Combéno, cette partie géologique surmonte
la montagne. On a ici une faille. Lorsqu'on s'intéresse à la géologie de cette zone, on se rend compte que c'est du granit. Or, le granit est une roche du socle. Il est en principe toujours dessous, les roches sédimentaires qui se déposent dessus. Et là, on le retrouve par-dessus. Il y a donc eu un chevauchement qui a amené ce granit au-dessus des sédiments. On peut le retrouver aussi au niveau du massif de la Meije, donc où là, ce chevauchement, c'est du gneiss qui vient recouvrir des terrains plus jeunes. On a donc une roche âgée sur une roche jeune. C'est un chevauchement anormal. Lorsque le chevauchement est très grand et que la couche chevauchante est très allongée sur les couches situées dessous, on parlera de nappe de charriage. Là aussi, le contact entre la couche chevauchante et la couche chevauchée est anormal, puisque cette couche chevauchante recouvre une couche plus jeune. Or, je vous rappelle que la règle de la sédimentologie, c'est que les couches les plus profondes sont toujours les couches les plus âgées, puisque les sédiments se déposent les uns sur les autres. Souvent, dans une nappe de charriage, on va retrouver ce qu'on appelle des fenêtres, c'est-à-dire que l'érosion va faire apparaître la roche chevauchée au niveau de l'unité chevauchante. Et puis, il est possible aussi de retrouver des petits fragments de nappe qui se sont perdus dans l'unité chevauchée. Le chevauchement se fait souvent au niveau de couches assez fines, composées de roches très déformables qui peuvent donc facilement s'étaler. On peut retrouver des nappes de charriage au niveau du massif du Grand Galibier. Donc ici, une nappe de charriage qui recouvre une nappe précédemment déposée, qui recouvre la roche de départ. Donc, les plis, les failles, les chevauchements et les nappes de charriage aboutissent tous à un empilement de terrain et donc à une augmentation du relief. Ces éléments tectoniques peuvent être retrouvés dans des modélisations telles que vous l'avez fait en TP, avec la farine et le chocolat. Ces modélisations permettent d'aboutir à un résultat, un comportement semblable dans le modèle à celui de la nature, c'est-à-dire des déformations, des plis, des failles inverses. Cela valide le modèle et c'est quelque chose que vous pouvez utiliser en exemple. Dans tous les cas, la collision de deux plaques liées aux forces de convergence aboutit à une compression qui cause un raccourcissement des terrains et entraîne, au final, un épaississement. Si on s'intéresse à l'épaississement à l'échelle de la lithosphère, vous avez pu déterminer en TP, grâce à Google Earth, que la limite du Moho est beaucoup plus profonde dans les zones de montagne. On constate que les chaînes de montagne de haute altitude ont un Moho plus profond que les chaînes de montagne de moindre altitude. Par exemple, sous l'Himalaya, le Moho est à une profondeur de 80 km, alors que dans les Alpes, vous avez déterminé que pour une altitude de 3400 mètres à peu près, le Moho est à une cinquantaine de kilomètres. Vous avez obtenu comme profondeur la plus grande 46 km. Les chaînes de montagne subissent donc un épaississement en surface, mais surtout un épaississement en profondeur. Cet épaississement de la croûte continentale en profondeur est appelé racine crustale. Avec la sismique réflexion, on peut obtenir des profils dits écorces
Donc ici un profil entre la France et l'Italie au niveau de la Vanoise. La sismique réflexion consiste à envoyer des ondes sismiques à la surface et à créer des séismes artificiels par explosion, par camion sismique. Les ondes sismiques partent en profondeur et rencontrent ce qu'on appelle des réflecteurs. Un réflecteur, c'est toute limite ou différence qui va renvoyer les ondes vers la surface. Donc ça peut être une différence dans la nature des roches, une différence dans leur composition, une différence dans leur organisation et bien sûr la limite du mot. On peut interpréter les graphiques et obtenir les différentes lignes de comportement. Donc ici le mot, ici des déformations souples et des empilements de terrain, une faille, ce qui permet d'obtenir un schéma bilan de ce type. Une zone de collision est marquée par un empilement de roches lié à la collision des deux lithosphères continentales, donc lithosphère 1, lithosphère 2. Cet empilement de terrain aboutit à une augmentation de l'épaisseur et donc à la formation en surface d'une montagne et en profondeur d'une racine crustale. On peut imaginer le mouvement des continents. Donc les continents n'ont pas toujours été dans la position dans laquelle ils se trouvent. Donc dans le passé, il y a 250 millions d'années à peu près, un supercontinent qui s'est fracturé et les collisions ont abouti à la position actuelle des continents et à des chaînes de montagnes. On peut imaginer la position future, donc les chaînes de montagnes actuelles, les Alpes, l'Himalaya par exemple. Lorsque les continents vont se déplacer, la dorsale de la mer Rouge va permettre l'agrandissement de l'océan et formation d'une nouvelle chaîne de montagnes ici. Voilà, donc la géologie est terminée.